Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, 103e numéro du Club Pantio en direct sur Twitch. Je salue les personnes qui sont présentes sur le chat. Cholo Simeone, tiens. Lucas également, Talabanans, bonsoir et bienvenue pour ce débrief. Olympique Lyonnais, OGC Nice, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler football, on va parler arbitrage. Voilà, émission aussi à froid, 24 heures après, 48 heures après la rencontre, c'est pas plus mal, honnêtement, parce qu'on a vu passer beaucoup de choses sur les réseaux. Donc voilà, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec des invités de choc. J'ai le plaisir déjà d'accueillir l'habitué, le co-animateur de ce soir, on peut le dire. C'est Matt. Salut Matt, comment ça va? Salut Pancho, ça va très bien et toi? Je suis très content d'être là parce que bon, ça va faire du bien de vider un peu son sac sur ce match. Franchement, c'était émotionnellement dur et puis je suis super honoré de faire aussi la première de Maxime. Effe- Euh, Effectivement. je te lance un peu, petit passe D, Ouais, mais la passe D, hein, le caviar. Effectivement, Maxime Baquet, journaliste chez France Bleu Azur, et puis que vous retrouvez tous les lundis de 18h à 19h dans 100% Aiglo. Bonsoir Maxime, comment ça va? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation déjà. Ça va mieux ce soir que le week-end finit mieux qu'il n'a démarré avec la défaite de Monaco, qui nous permet au gym de garder ce podium malgré les péripéties. Donc on va dire que le week-end se termine mieux qu'il n'a démarré, mais en tout cas moi je suis ravi de faire cette première avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire effectivement, un bon petit programme pour ma première, donc je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir, on a tous des connaissances ou une affinité particulière avec le Toulouse Football Club, surtout après cette journée. Et un habitué aussi de l'émission, ça fait la quatrième venue dans le Club Pantio. J'ai le plaisir d'accueillir Clément, représentant lyonnais et supporter. Et puis aussi le média, c'est le football. C'est bien ça Clément. Exactement. Bon, football qui est un peu en pause ces derniers temps, mais merci beaucoup de l'invitation. Ça fait très Avec plaisir de revenir pour un match où il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Effectivement, on s'était quitté Clément sur un 0-0 assez piteux au match aller, on va pas se le cacher. C'était, je pense, sur la saison, une belle purgeasse. Peut-être la pire, clairement, pour le gym. Le score 1-0, victoire de l'Olympique Lyonnais. Si vous êtes là, c'est que forcément vous connaissez le résultat et que vous avez vu le match. Un but d'Aurel Mangala à la 22e minute de jeu. On va prendre les choses dans l'ordre chronologique. Déjà, dans un premier temps, on va parler du match dans sa globalité. On va parler de l'arbitrage et de la décision ou des décisions. On va en parler aussi. Et dans un deuxième temps, je vous le dis, Clément, il y aura un remplacement express et Badagous terminera l'émission avec nous. Voilà, plateau royal. Je ne vous ai pas menti, messieurs, dames, mais déjà dans un premier temps, la composition. Déjà, côté OGC Nice, suspension de Dante, choix fort, logique, cohérent. Vous nous direz un peu ce que vous en avez pensé d'introduire Youssouf Ndayishimier au poste de défenseur central, un peu comme ce qui avait été le cas au Stade Rennais en janvier. Pablo Rosario au poste de numéro 6, Shaw qui commence ailier gauche et qui a joué essentiellement ailier droit, et donc Laborde toujours ailier gauche. Dans cette composition, Matt, déjà peut-être le choix Youssouf en défense centrale, est-ce que tu le trouvais pertinent à l'approche de la rencontre? euh, pertinent, non, parce que je trouve que Youssouf est pas en forme sur 2024. Honnêtement, je le trouve vraiment moins bon que sur le début de saison. Et j'aurais bien aimé voir un Pichoun prendre sa place en la personne d'Antoine Mendy. Après, logique, oui, parce que on a l'impression que c'est quand même lui qui tient la corde pour prendre le relais en défense centrale. Mais ouais, petit regret quand même de pas voir le match, de pas avoir eu Mendy quand on voit le match que nous a fait Youssouf. Et Maxime, moi, les choix de Farioli en l'état, bon, le 4-3-3, on va dire que c'était du classique, mais sur la composition de départ, est-ce que tu avais des interrogations ou des inquiétudes? Non, avec l'absence finalement de Boudaoui, c'était à peu près la compo attendue, mais moi je trouve que finalement entre Youssouf et Rosario, je trouve que Rosario est plus à l'aise en défense et l'impact de Youssouf manque au milieu quand il est replacé derrière. Alors, j'aimais pas la charnière Youssouf-Dante parce que quand Todibo était suspendu et on l'avait vu à Rennes notamment qui avait pris l'eau avec la vitesse des Rennais parce que je la trouve trop lente. Je pense que Youssouf Todibo, ça peut et ça doit être complémentaire.
Mais c'est surtout que je trouve que l'impact de Youssouf manque au milieu parce que même s'il est moins bien, moins bon en ce début d'année, je suis assez d'accord. On a vu quand même contre Monaco que voilà, ça reste un sacré bonhomme et qu'au milieu, il fait peur. Et je pense que dans ce secteur où à Lyon, il y avait pas mal de nouveautés, de changements, il aurait pu faire un peu le ménage. Et j'ai trouvé Rosario un peu transparent là et j'aurais préféré finalement voir l'un à la place de l'autre. Mais bon, c'est facile à dire après. Au final, je partage aussi l'avis de dire que c'était pas surprenant de voir cette compo de départ avec les absences. Ouais, effectivement. Alors, le milieu de terrain, c'est clairement un sujet qu'on va évoquer un peu plus tard dans l'émission. Parce que, au même titre que le match contre Monaco, où c'est un secteur de jeu où on a été, à mon sens, un peu défaillant, il se trouve que contre Lyon aussi, ça a été un peu compliqué. Clément, côté lyonnais, Matic titulaire, Mangala titulaire, Saïd Benrahma, ancien niçois titulaire aussi. Des absences en défense avec notamment Dejan Lovren et O'Brien. Cette composition, voilà, on était aussi sur un 4-3-3 pointe basse. Est-ce qu'on était dans la continuité côté Pierre Sage ou est-ce qu'on avait une volonté aussi d'avoir On- une composition, on va dire, miroir sur celle de l'OGC Nice? Ouais, on était dans la continuité. Juste un petit mot, tiens, parce que j'y pense, ça n'a pas de rapport, mais petit mot de soutien pour le supporter qui était blessé du CDS sur le retour du match. Voilà, parce que ça n'a rien à voir, mais de voir qu'il y a encore des KSH de la part de personnes qui doivent se revendiquer lyonnais après ce qui s'est passé entre OM et OL, ça me paraît dingue. Mais voilà, au moins ça s'est dit. La compo, c'était dans la continuité, oui, parce que depuis la fin du mercato hivernal, Pierre Sage essaie d'installer une défense à 4, un 4-3-3. Avec quelques absents, on va dire l'absent surtout le plus important, c'était Jack O'Brien qui était suspendu. Euh, pour ce qui est de Lovren, lui, il est clairement parti maintenant dans la rotation. Il y avait même des rumeurs qui disaient qu'il pouvait quitter le club en toute fin de mercato vers le Dynamo Zagreb, puisqu'aujourd'hui il est vraiment plus considéré comme un titulaire. Donc on va dire que la plus grosse prise de risque, c'était Clinton Mata en charnière centrale, même s'il avait été habitué à jouer à ce rôle-là. Du reste, c'était du classique. Maitland Niles à droite, qui est devenu indéboulonnable depuis l'arrivée de Pierre Sage. C'est l'un des joueurs référence, soit en piston, soit en tant que latéral. Douye Keletachar en axe gauche, c'est du classique. Tagliafico à gauche, pareil, il n'y a pas de surprise. Le milieu de terrain, Matic, Cacré, ça commence à devenir la norme. Mangala était pour la première fois titulaire en Ligue 1. Il a fait un excellent match, alors que Tolisso, lui, était absent. Nuama à droite, Lacazette en pointe. À gauche, pour Benrahma, c'était son deuxième match complet en Ligue 1 avec, enfin pas complet, mais deuxième match, deuxième titularisation en Ligue 1 après Montpellier, peut-être celui qui était le moins en vue, mais aussi il faut le temps qu'il s'habitue, il faut le temps qu'il s'adapte. Mais ouais, Benrahma qui retrouvait son ancien club, voilà, qui fut à l'OGC Nice un temps. Effectivement, une autre époque, ce cher Saïd Benrahma. Matt, là concrètement, on est vendredi soir, il est 23h. Tu termines le match en direct ou pas. Je ne sais pas si tu l'as regardé en replay ou en direct. Quel est ton ressenti sur le match, le résultat et on va dire le contenu? En fait, concrètement, tu étais dans quel état d'esprit? J'étais fou de rage. Honnêtement, je pense que beaucoup de Niçois, hein, à la fin du match, j'étais révolté par l'arbitrage. Et d'un autre côté, euh, j'en parlais, on avait l'impression qu'on aurait pu jouer encore 3 4 mi-temps derrière, on n'aurait jamais marqué parce que, je sais pas, c'était l'équipe, je l'ai pas trouvé dans son match. Euh, je, je trouve Maxime sévère quand il dit que bon, la deuxième mi-temps était pas terrible en off. Franchement, moi j'ai bien aimé ce qu'on a montré, le visage qu'on a montré en deuxième mi-temps. Et donc ouais, un peu révolté, mais pas abattu parce que j'ai l'impression que cette équipe, elle progresse. J'ai l'impression on met en place des choses petit à petit et en tout cas, le coaching de Farioli dans le match, moi, m'a donné beaucoup de confiance. Il a fait que des choix offensifs. Et ça s'est vu, on a fait que monter sur le terrain, on a fait que prendre Lyon à la gorge. Et bon, avec un arbitrage peut-être un peu cohérent, on arrive à arracher quelque chose. Donc, de bon augure, on va dire, pour la suite. Hâte de voir les progrès de cet OGC Nice, peut-être un peu plus porté vers l'attaque en 2024. Un élan de positivisme que je vais tout de suite couper par un instant stat, hein, tout simplement. L'OGC Nice, c'est un but lors des 6 derniers matchs à l'extérieur, 4 défaites, 2 matchs nuls. Des résultats aussi en
plutôt compliqué en dents de scie en 2024. Une seule victoire, c'était celle à domicile contre le FC Metz. Voilà, une période un peu compliquée. Maxime, par rapport au match de vendredi soir, alors vous étiez, je présume, en tribune presse au Parc OL vendredi soir. Comment c'était l'ambiance au milieu des autres journalistes, qu'ils soient locaux ou extérieurs? C'était quoi l'ambiance qui régnait un peu à la suite du match? Bah, on va parler de l'arbitrage, et évidemment qu'à la fin du match, quand on a vu sur nos écrans de contrôle Jean-Pierre River foncer vers Clément Turpin pour lui dire ces 4 vérités, qu'on a vu le regard de Turpin au président, voilà, on s'est dit que l'après-match allait être mouvementé. Donc on a tout de suite finalement basculé dans l'après-match et ce qui allait se passer. On a assez vite su que Jean-Pierre River allait venir en zone mixte pour taper du poing sur la table. Donc, on n'a pas forcément eu le temps de digérer la prestation niçoise, parce qu'effectivement, il y a l'arbitrage. Mais, comme le disait Matt, moi, je trouve que la deuxième mi-temps, elle ressemble un peu à un pas en arrière après un derby qui, moi, m'avait plu, notamment dans l'état d'esprit. Et j'avais bien aimé cette forme de révolte de ces aiglons qui, contre vents et marées, avaient su justement aller chercher ce petit supplément d'âme, cette petite, pardon, ce petit truc en plus que Francesco Farioli, je trouve, n'arrive pas à insuffler quand son équipe est menée. Alors, tu parlais des chiffres, il y a celui qui, je trouve, illustre ce que je dis, c'est qu'en fait, quand Nice est mené, c'est 0 point cette saison. Alors, contre Monaco, ça ne s'est pas joué à grand-chose, et Nice a su revenir à 2 reprises, même à 10 contre 11. Mais là, comme le disait Matt, la deuxième mi-temps, on a l'impression, et on s'est fait la réflexion, nous, à l'antenne, que on s'est dit, mais Nice ne marquera pas, en fait. Parce que, OK, il y avait cette possession, mais il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Alors après, il y a ce penalty à 10 minutes de la fin qui peut changer complètement la donne, hein, et le résultat. Mais moi, je trouve qu'il manque une forme d'élan, de conviction, de dynamisme quand Nice est mené. Nice a été meilleur finalement à 0-0 qu'une fois avoir encaissé ce but qui change forcément le rapport de force, parce qu'il y a une équipe qui va défendre plus puisqu'elle mène au score, mais je ne sens pas un OGC Nice qui veut attaquer plus et qui veut en mettre davantage dans l'animation offensive. Et Farioli, dans son coaching, alors oui, il y a des profils plus offensifs qui rentrent, mais c'est du poste pour poste, on garde la structure. Et finalement, il y a assez peu de prise de risque dans le coaching pour aller chercher un résultat. Parce que finalement, perdre 1, 2, 3-0 parce que tu as été contré à la fin, ok, peut-être qu'en fin de saison, la différence de but comptera, mais sur un match, je trouve que voilà, il faut aussi à un moment prendre peut-être plus de risques pour aller chercher ces résultats qui, effectivement, à l'extérieur, sont quand même assez inquiétants. Tu aurais du coup souhaité un changement de dispositif, par exemple? Parce que finalement, enfin, factuellement, tu termines avec un milieu de terrain Kefren Turam, Tom Louché, ACM, Shaw, Boga, Mofi. Ah oui, non, mais Et Aliou Baldé, pour être plus précis. ouais, sur les profils, je suis d'accord que tu es plus offensif à la fin qu'au début, mais c'est plus sur la structure en fait. Et c'est finalement sur ce qu'insuffle Farioli. On garde la structure, quel que soit le résultat, quel que soit le scénario du match. On garde notre manière de jouer, et on va incorporer peut-être des profils plus offensifs. Mais ça devient facile à défendre en fait quand les équipes préparent le match, connaissent les schémas de passe, connaissent les déplacements des joueurs. Et je ne sens pas une équipe qui se déstructure avec des dépassements de fonction. Les latéraux n'ont pas forcément beaucoup plus attaqué quand Nice était mené. Et c'est quelque chose qui se répète. Donc voilà, je constate que Nice a vraiment du mal, quand il est mené, à se montrer dangereux. Il y a eu beaucoup d'occasions à Nantes, et un derby qui tourne dans le mauvais sens contre Monaco, mais voilà, les défaites au Havre, à Rennes, et donc à Lyon, c'est des buts encaissés assez vite, et derrière une incapacité à renverser la vapeur, quoi. Donc j'aimerais voir à un moment peut-être un attaquant rentrer à la place d'un milieu, et voir ce que ça peut donner avec un Guessant en point d'appui et un Laborde qui lui tourne autour. Et pour l'instant, on l'a pas vu, ça. C'est Maxime, sur le sujet très précis là, de cette manque de flexibilité tactique de Nice, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Quand tu regardes le match, le projet de jeu de Pierre Sage, basiquement, c'était on laisse la charnière relancer, il n'y a pas de problème, on les attaque même pas s'il faut.
On a les deux ailiers qui viennent boucher les possibilités de passe intérieure vers les ailiers. Et on a un milieu qui fait un marquage individuel en 1 pour 1 sur tous les joueurs, avec notamment Cacré qui allait chercher Rosario en sentinelle. L'idée, c'était vraiment, on bouche l'axe, on les laisse aller sur les côtés, et après sur les côtés, ils font ce qu'ils veulent, mais ils n'iront pas dans l'axe. Et au final, jamais le ballon est passé dans l'axe, le milieu n'a pas été exceptionnel côté niçois, parce qu'ils n'arrivaient pas à le trouver. Et au final, le moment où Nice commence à avoir un peu plus de liberté au milieu de terrain, c'est justement parce que l'OL ne fait pas, enfin fait qu'un seul changement sur ces trois milieux et que les deux autres qui étaient Matic et Cacré étaient un peu plus fatigués et qu'en face les trois milieux ont été changés côté niçois. Donc c'est là, dans ces périodes-là, avec 90 minutes avec du rythme dans les jambes, que évidemment ça s'est un peu, on va dire, défriché, mais sinon du reste, ouais, il y a eu vraiment un plan qui était de ne pas laisser ce milieu de terrain bosser. Et ça n'a pas du tout, et j'ai pas l'impression que Farioli ait vraiment tenté de répliquer par un changement tactique à ça. Effectivement, je rejoins un peu Maxime sur le fait que tu fais quand même sur la première mi-temps 20 minutes assez intéressantes où tu peux finalement marquer au moins un but, hein. Il y a des occasions franches. On parle bien sûr notamment du poteau de Shaw, le tir de Laborde. J'en oublie aussi, tu as le tir de Sanson qui est arrêté par Lopez. Et finalement, il y a ce but qui est pris un peu contre le cours du jeu. Et après, plus rien. Comme si en fait c'était déréglé. Comme si toute l'équation qui était imaginée avant la rencontre ne prenait pas en compte le fait que avant la rencontre ne prenait pas en compte le fait que avant la rencontre alors hop là, excusez-moi, on a Badagous qui est rentré un peu par inadvertance. D'ici quelques minutes, Bada, t'inquiète pas. Donc je disais effectivement que j'ai perdu le fil. Que Nice ce a manqué de petit réussite, le en cours fait. du jeu, ouais, tu dis que ça a cassé un peu Mais ça, le mais ça plan c'est qu'avait ça, prévu ça, c'est Farioli. ça, c'est quelque chose d'assez commun, mine de rien. On l'a déjà vu. Et finalement, contre Monaco, c'était la première fois déjà qu'on revenait au score. Alors, on n'a pas remporté de points, mais c'était la première fois qu'on revenait au score. Assez embêtant. J'aimerais, Clément, que tu nous fasses un petit point global sur un peu le nouvel élan de l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a eu le mercato hivernal avec des arrivées très importantes, mais aussi peut-être un nouveau discours, une nouvelle approche tactique. Est-ce que tu peux un peu nous Ouais. faire un peu une mise en contexte sur le renouveau de l'Olympique Lyonnais? Je me rappelle très bien la dernière fois que je suis venu, c'était OL Nice, c'était la troisième journée de Ligue 1. Et j'avais dit, Laurent Blanc terminera pas la saison, et si Laurent Blanc déjà arrive à faire 10 matchs dans la saison, c'est formidable. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le match d'après, c'était le PSG. Et le match d'après du PSG, on a pris 4 buts à 1, et Laurent Blanc était dégagé Manu Militari. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une période d'intérim avec Fabio, enfin d'intérim avec des membres du staff, puis l'arrivée de Fabio Grosso. Fabio Grosso qui arrive un peu en panique parce que à la base le plan de Textor c'était d'avoir Gattuso, mais tout le monde a fait front pour refuser Gattuso à l'interne au club, notamment la cellule sportive et la cellule de recrutement qui ne voulaient pas de Gattuso. Et donc finalement on s'est retrouvé avec Fabio Grosso. Grosso est arrivé dans une période où l'OL n'allait pas du tout, que ce soit sur le terrain et en dehors. Il y avait des problèmes en interne, il y avait des comportements qui n'étaient pas acceptables. Il manquait de direction qui soit clairement présente pour assumer son rôle de direction. Et ça a amené à un échec qui était prévisible, où Fabio Grosso finalement n'arrive qu'à remporter une pauvre victoire contre Rennes. Et il a fallu que Rennes soit à 10 pendant 85 minutes. Bref, à ce moment-là, l'OL est bon dernier de Ligue 1, l'OL ne gagne rien, et bon, Fabio Grosso est exfiltré gentiment. À partir de ce moment-là, se pose la question du futur coach. Il y a des rumeurs sur un retour de Genesio, sur Sampaoli. Et finalement, il est annoncé que sera placé en intérim le directeur du centre de formation, Pierre Sage, qui est un homme de 44 ans, si je ne dis pas de bêtises, de 47 ans, qui est un local, qui a fait toute sa carrière dans la formation, dans les équipes de jeunes, dans les équipes de régionales, de nationales, et qui a été l'ancien entraîneur adjoint d'Habib Bey au Red Star. Pierre Sage arrive, 2 jours après, match face au RC Lens, et l'OL perd 3-2, mais en montrant peut-être le plus beau football qu'il ait montré de toute l'année 2024, de toute l'année 2023. Et là, à ce moment-là, on se dit, bon, peut-être que c'est l'électrochoc d'un nouvel entraîneur.
Puis ensuite, il y a le match qui est reporté de l'Olympique de Marseille. On prend 3-0 sec. Bon, on se dit, ça fait mal, mais bon. Et là, on nous dit, Pierre Sage plaît beaucoup en interne, il devrait rester au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Ok, bon, pas de problème. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un Olympique Lyonnais qui est toujours dernier, qui ne peine pas à gagner, mais qui montre un visage un peu plus conquérant. Et là arrive le match face à Toulouse. L'OL a 3 grosses occasions, met 3 buts avec un triplé de Lacazette. L'OL arrive ensuite au stade Louis II face à Monaco, gagne 1-0 sur un but à la 85e sur une action collective de grande classe. L'OL domine les débats face à Nantes, gagne 1-0. L'OL gagne 3-0 face à Pontarlier. L'OL perd contre le Havre 3-1, mais finit à 9. Qualification face à Bergerac. Première mi-temps face à Rennes, où tu prends 3 buts sur 3 actions et où finalement bah, tu mérites de perdre le match. Et là, depuis donc le début du mois de février et la fin du mercato, on a une victoire 1-0 contre Marseille, une victoire 2-1 contre Lille, une victoire 2-1 contre Montpellier et une victoire 1-0 vendredi soir contre Nice. Donc au final, depuis l'arrivée de Pierre Sage, tu es sur une situation où tu as 9 victoires en 13 matchs, qui est pour l'anecdote le meilleur départ de l'histoire d'un coach de l'Olympique Lyonnais, soit un tout petit peu devant, soit un tout petit peu derrière Gérard Houllier, donc les meilleures années lyonnaises. Mhm. Tout ça avec un effectif qui a été bouleversé de manière assez gigantesque cet hiver, puisqu'au final, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé, c'est que l'OL a été le club qui a le plus dépensé de toute l'Europe avec 98 millions quasiment, 86 millions si on compte les bonus de dépenses. Alors Euh, ça c'est quand même questionnant, alors que tu sais qu'il y a quelques mois auparavant, t'étais pas loin de ne pas passer de ne pas passer la DNCG, à oui, la oui. DNCG, quoi. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai fait le bilan uniquement sportif. Maintenant, il y a tout un nouvel écosystème à Lyon. C'est-à-dire que par rapport à, encore une fois, si on reprend la dernière fois que je suis venu ici face à Nice, tu avais un entraîneur qui était Laurent Blanc, aujourd'hui c'est Pierre Sage. Tu avais pas de directeur sportif, maintenant tu as David Friot. Tu avais un président slash directeur général qui était Santiago Gucci, maintenant tu as Laurent Prudhomme qui était l'ancien de l'équipe. Tu as totalement remodelé tout ton club. Mhm. C'est-à-dire toute ta direction a changé. Tu as eu un club qui a réussi à refinancer sa dette. Donc aujourd'hui, les problèmes de dette sont un peu plus soutenables. Tu as vendu ta section féminine, tu vas vendre ton club féminin que tu as aux États-Unis, et tu as pour projet de vendre ta salle de spectacle à LDLC Arena. Donc tout ça, ça fait Ouais. beaucoup d'argent qui sont rentrés dans les caisses. Et l'OL donc s'est présenté devant la DNCG en disant, regardez, de toute façon, vous nous aviez dit que vous nous encadriez parce que vous n'étiez pas d'accord avec le fait qu'on ne veuille pas vendre de joueurs. On a vendu Barcola et Loukeba, on a vendu pour 110 millions cet été. On a renégocié notre dette, on a vendu la section féminine, on a de l'argent, maintenant c'est bon. Et donc la DNCG a dit, ok, on vous autorise un nouveau budget pour la fin de saison, ce qui a permis à l'Olympique Lyonnais de recruter et de faire ce mercato qui, en tant que Lyonnais, me paraissait Mhm. absolument improbable et impossible à faire Ok. encore un mois avant le début du mercato. Mais tout ça pour dire que la situation à Lyon, elle est totalement nouvelle, c'est-à-dire que on réambitionne déjà de jouer autre chose que le maintien, même si le maintien reste évidemment la priorité à l'instant T. Faudra voir dans les prochains matchs. On joue Metz la semaine prochaine, donc ça sera déjà un bon indicateur si Mhm. jamais on peut réussir à se démener face à Metz. Ensuite, on a Toulouse et Nantes, je crois, qui arrivent dans les 3-4 prochains matchs. Donc, on va dire que d'ici la fin du mois de mars, l'OL a de bonnes chances d'être sauvé si l'OL fait le travail. Et ce sera passé par des grands changements, par ne pas avoir peur de changer, d'amener des nouvelles têtes, que ce Mhm. soit dans l'effectif ou dans la direction. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits, donc c'est très bien. Et maintenant, il va falloir assumer sur le terrain parce que il n'y a que ça, entre guillemets, qui manque maintenant à faire, puisque tout le reste est en train de revenir de manière beaucoup plus positive. On avait une question pour toi, Clément. Qu'as-tu pensé du niveau de Melvin Barr, formé à Lyon Très bon. alors, je sais pas si tu as vu d'autres matchs du gym, mais ne serait-ce que sur le match de vendredi soir. Bah, Melvin Barr, j'ai vu plusieurs matchs du gym, parce que j'essaie de regarder pas mal de matchs de Ligue 1. Melvin Barr, je suis surpris. Parce que honnêtement, je n'imaginais pas qu'il soit capable d'aligner ce genre de niveau, et surtout de l'aligner sur plusieurs matchs. C'est-à-dire que nous, Barr, il a été à Lyon, il est parti dans des circonstances où il aurait dû au moins avoir sa chance.
parce que c'était la période où à gauche, on avait Maxwell Cornet qui était lié droit, qu'on avait replacé piston gauche sur Rudy Garcia. On avait, c'était qui l'autre à gauche? Ça devait être Marsal, je crois, bref, tant pis. Où vraiment on se disait, c'est- ça coûte rien de tenter Melvin Barr à gauche. Et le fait de jamais l'avoir véritablement tenté, on s'était dit, bon, peut-être que la direction n'a pas confiance en lui, peut-être qu'il n'a pas le niveau, peut-être qu'à l'entraînement, c'est pas dingue. Hmm. Donc moi, j'étais parti avec un a priori en disant, bon, il va à Nice, pour moi, il restera doublure, et puis ça se passera bien. Finalement, Barr, aujourd'hui, il est plus que doublure, et il fait surtout des performances qui, moi, me plaisent beaucoup. Le match encore de vendredi, il est pas loin d'être l'un des meilleurs niçois, je trouve. On va en reparler. Alors, pour terminer et puis pour laisser la place à Bada, peut-être Matt ou Maxime, si vous avez des questions à poser à Clément, plus peut-être sur le ressenti global du match. Je vois que Bada est arrivé dans la room. Euh, Quel est ton ressenti sur la prestation niçoise, toi Clément, et sur le match dans la globalité? Est-ce que déjà pour toi, la victoire lyonnaise est méritée? Alors c'est très cash, c'est très, c'est très touchy, mais clairement, tu penses quoi Non, du résultat? alors, à mon avis, c'est pas touchy. Moi, j'ai pas peur de le dire. L'OL ne mérite pas de l'emporter ce soir. Enfin, le match de vendredi soir. Pour moi, c'est un match qui est très poussif, où on a des périodes de grande souffrance, où l'OL sait, et ça c'est une nouveauté aussi, gérer ses temps faibles et ne pas encaisser de but. Et ça, c'est plutôt bien. Mais pour moi, l'OL ne mérite pas de gagner dans le sens où, évidemment, j'enchaîne sur l'arbitrage, mais l'arbitrage vendredi soir est absolument dégueulasse. Il doit y avoir penalty 100 fois sur Lotomba. Ça a été dit par Stéphane Lannoy. C'est pas parce que je suis supporter lyonnais que je vais dire que c'est forcément mérité et que Lyon devait gagner. Non. Ce match-là, normalement, tu es censé finir avec un nul, voire une défaite, si jamais il y a un penalty qui est sifflé plus tôt et que mentalement ça te met un coup. Faut te dire que les 20 premières minutes, Nice fait un pressing tout-terrain qui est extrêmement efficace. On peine à relancer, on balance énormément de saucisses devant qui n'arrivent pas à trouver preneur, parce qu'il y a un marquage individuel des trois milieux niçois sur les trois milieux lyonnais qui marche bien. Et les quelques rares fois ou par des appels contre appels ou par des petits sprints pour mettre le vis-à-vis dans le vent, c'est les seuls moments avec ces prises d'initiative que un milieu arrive à être libre et à pouvoir ensuite orienter le jeu. C'est ce qui est fait d'ailleurs sur le but. Le but, il part de quoi? Le but, il part uniquement d'un moment où Cacré fait une course croisée, puis se repropose dans l'axe du jeu, arrive à retrouver le ballon, à se retourner, à lancer Nuama, et ensuite on arrive sur l'occasion où on a Nuama qui va tenter de passer à gauche, puis on va fixer à gauche, renverser à droite et mettre le but. C'est un but qui est contre le cours du jeu. L'Olympique Lyonnais a souffert énormément pendant les 20 premières minutes. Arrive à marquer, et là on sent qu'il y a un switch mental qui s'effectue. Et Hmm. la fin de la première période est clairement lyonnaise. En seconde, Nice a un peu plus appuyé, même si c'était poussif. Mais l'OL n'était pas en train de dominer, vraiment. On a pas mal de messages sur Matic qui sublime le niveau de Cacré, c'est du bénéf pour les Lyonnais. Nice mérite pas non plus de l'emporter, Alric nous dit ça. Là-dessus, je pense qu'on Oui, c'est on pour est ça que assez moi, d'accord. Mais le nul globalement, aurait été le ouais, meilleur résultat. Ouais. globalement, sur le milieu de terrain, on va développer un peu plus tout à l'heure avec Bada notamment. Mais quel est ton ressenti un peu sur le duel du milieu de terrain? On rappelle, Matic, Cacré, Mangala contre, on va dire, Rosario, Sanson et Thuram. L'impression aussi que la victoire, elle s'est aussi dessinée par rapport à ça. Ouais, je pense que oui, il y a un petit scope à faire sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va dire, représente à peu près l'équilibre du match, c'est-à-dire deux formations qui avaient à peu près les mêmes objectifs, qui étaient assez équilibrés. Pourtant, il y a une équipe qui a pris le dessus. Matic, c'est absolument dingue, hein. Il a été recruté pour 2,6 millions. Joueur qui est venu à Lyon après un véritable feuilleton à Rennes. Cacré qui renaît parce que Cacré est un joueur qui a besoin d'avoir un taulier à côté de lui pour vraiment élever son niveau de jeu. C'était déjà le cas quand il avait Bruno Guimaraes à côté de lui, son niveau était exceptionnel. Là, c'est grâce à Matic. Et à côté de ça, on avait ce doute, on va dire, ou cette incertitude vis-à-vis de Mangala, parce que c'était sa première titularisation en Ligue 1, que Tolisso était présent lors du match face à Lille en coupe, il avait été très bon. Face à Montpellier, il était sorti même avant la mi-temps, parce que, bon, très mauvais, mais aussi apparemment un peu blessé, et finalement la blessure s'est confirmée. Et Mangala, moi, c'est celui qui m'a le plus époustouflé,
parce que ça reste un milieu qui a énormément de coffres, qui est capable de se projeter dans les deux surfaces. C'est lui qui marque le but sur une projection et qui a vraiment ce travail de l'ombre qui est hyper important. Mangala a énormément apporté et clairement, c'est un joueur qui mérite le très gros prix que l'on a mis dessus. Il faut quand même rappeler à toutes fins utiles que Mangala, c'est bon, un transfert déguisé, c'est un prêt de 11 millions d'euros, donc c'est 11 millions d'euros pour 6 mois. Mhm. Et c'est une option d'achat à 17 millions. Donc au final, ça te fait un ticket qui est quasiment à 30 millions d'euros. Évidemment qu'on attendait à 30 millions d'euros que le joueur propose ce genre de performance. Il va falloir qu'il les confirme, il va falloir qu'il le refasse dans le temps, qu'il enchaîne. Mais pour le moment, c'est très très bon et on va dire que le contrat est rempli. Sur ce match-là en tout cas. Merci beaucoup, Clément. Avec plaisir. Tu as été très efficace. Bon, on a fait la partie Olympique Lyonnais parce que c'est aussi une habitude dans l'émission et c'est important aussi d'avoir ces éléments-là. Je te laisse gentiment quitter la room en souhaitant une belle fin de saison à vous. Peut-être À un vous aussi. affrontement en demi-finale de Coupe de France quand on Pourquoi aura pas. sorti, Je quand on souhaite aura le sortir sorti quand même. le Paris Oh, Saint-Germain au Quitte à tir au faire but. ça, autant espérer que ce soit en finale. C'est ça, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci à toi et puis à très bientôt. Bonne fin de saison. À très bientôt, bonne fin de live. Ciao. Merci, merci. Et puis, normalement, il est là. Alors, c'est ça. Badagous Cédric, co-animateur, cofondateur, illustre pilier de la communauté de l'OGC Nice, c'était avec nous. Salut Bada, comment ça va? Bonsoir messieurs, ça va et vous? Bah écoute, Salut. ça va, on termine tranquillement un peu la partie sur l'Olympique Lyonnais. On va enchaîner sur le match. Déjà, peut-être, voilà, t'arrives, tu débarques dans l'émission. Bada, ton ressenti un peu sur la rencontre. Nouvelle défaite à l'extérieur. On a parlé forcément de l'arbitrage, pas en détail, mais qui a eu son importance sur la rencontre. Qu'est-ce que tu retiens concrètement de ce match de l'OGC Nice? Je pense comme tout le monde, hein, on est sorti très très énervé. On avait envie de casser quelques télés à la Mohamed Eni, un peu comme j'ai lu sur le, sur le chat tout à l'heure. Mais non, mais tu peux pas sortir d'un avis différent de ce match en tant que Niçois. Je veux dire, tu fais comme à Monaco, je pense que tu fais un match plus que correct, où tu mérites totalement autre chose que les résultats qu'il y a eu. Mais voilà, après, on sait que les arbitres ont beaucoup d'influence en ce moment sur les terrains et surtout sur les résultats. Donc là, ça fait quand même 2 matchs où j'ai l'impression qu'ils faussent quand même pas mal nos résultats et forcément, tu sors de là, tu es très très énervé. Effectivement, match compliqué à encaisser. J'aimerais qu'on s'attarde quand même sur un élément. euh, alors, sur le match en lui-même frustrant. Mais n'avez-vous pas trouvé, Matt, je vais te poser la question, plus de nervosité qu'à l'accoutumée, notamment de la part de Francesco Farioli. Alors, on a vu aussi la séquence avec Youssouf qui très rapidement dans le match est nerveux avec Lacazette. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé normal? Est-ce que c'est du caractère tout simplement? Ou est-ce que c'est autre chose peut-être de plus inquiétant pour le gym? Bah, c'est lié. Effectivement, moi j'étais assez étonné de la nervosité de Farioli sur le banc, qu'on a vu, euh, qu'on a vu perdre des fois le contrôle de lui-même. Après, je pense que honnêtement, c'est Clément Turpin aussi qui est responsable en grande partie de la nervosité des joueurs quand il donne carte blanche à Lacazette pour faire du Lacazette, hein. Et c'est très bien ce qu'a fait Lacazette. Je serais lyonnais, je serais très heureux d'avoir un attaquant capable de faire ça. Mais il a fait sa loi sur le terrain. Au global, les Lyonnais ont fait leur loi et je pense que l'arbitrage de Clément Turpin a instauré une grande nervosité chez les Niçois avec tout un tas de décisions. Parce que là, on s'est focalisé peut-être un peu sur le penalty, etc., les grosses décisions, mais il y a des décisions lunaires dans l'arbitrage et dans la tenue du match de Clément Turpin. Je pense notamment à une contre-attaque annihilée pour ne pas donner de carton, un hors-jeu sorti du chapeau. Je pense que toutes ces décisions contraires, les Niçois les ont bien vus sur le terrain et ont très vite compris qu'ils jouaient à 11 contre 12. Donc pour moi, la nervosité s'explique grandement par ça. Après, évidemment, les joueurs savent qu'ils sont sous pression, que la deuxième place était en péril ce week-end. Donc tout ça mêlé, je pense, a expliqué peut-être la nervosité inhabituelle de l'équipe. Ouais, ton ressenti, Maxime, par rapport à ça. Alors, je partage pas forcément l'avis de Matt sur le fait que, en fait, très rapidement, même sans qu'il y ait eu de décision contraire ou lunaire de la part du corps arbitral,
il y avait quand même de la nervosité. Bon, Youssouf, je pense, est peut-être le plus symbolique un peu par rapport à ça. Mais est-ce que c'est pas aussi, une semaine après le match de Monaco, tout simplement un manque de vice, un manque de, peut-être, alors, d'intelligence liée au jeu, j'entends, hein, tout simplement de l'équipe. Peut-être, ouais, un peu trop de tendresse. Ouais, parce que tu parles de nervosité, moi j'en ai pas vu tant que ça. Oui, j'ai vu un Farioli assez agité sur son banc. Il doit sentir qu'il est en train de perdre un petit peu le fil et la réussite qui avait mené le gym aussi haut. C'est pas, voilà, aujourd'hui c'est plus laborieux et je pense qu'il est un peu frustré sur son banc du déroulé de l'histoire, de ces décisions arbitrales qui s'accumulent avec le derby contre Monaco. Mais moi j'ai trouvé les Aiglons finalement, comme tu dis, peut-être un peu trop calme sur le terrain. Il y a eu Youssouf Lacazette, mais c'était assez isolé. Et sur les situations de penalty, moi, j'ai vu personne aller mettre la pression à l'arbitre de touche. On n'a pas vu des Aiglons faire bloc sur la charge de Tchaleta Tsar sur Guessant. J'ai vu un Lotomba se replacer après avoir été mis au sol par Tagliafico. Donc, c'est là où peut-être que on aurait aimé les voir avec une nervosité plus utile. Je pense pas que Turpin, avec son expérience et peut-être cette dent qu'il a contre les Niçois, ait pu se laisser influencer, mais sait-on jamais. Moi, je les ai pas trouvés si nerveux que ça, et j'aurais justement aimé les voir un peu plus véhéments, et je sais que c'est un sentiment partagé par certains au sein même du club et de la délégation. Donc, je pense que ça, c'est aussi peut-être un truc à travailler, savoir être un peu plus, comme le disait Matt, comme le fait Lacazette, un peu plus malin, un peu plus vicieux sur le terrain, savoir quand il faut mettre la pression, quand il faut se faire oublier. Voilà. Je pense que Youssouf, il a perdu son duel avec Lacazette sur ce plan-là, et que, à titre général, on n'a peut-être pas assez pesé et mis la pression sur ce corps arbitral une semaine après Monaco. Tout le monde savait, et Turpin y était. Donc, ça a peut-être été trop facile pour lui, finalement, de prendre ces décisions-là tout au long de ce match. Maxime, je me permets d'intervenir. Pour toi, tu lis vraiment la nervosité à l'agressivité et la véhémence de nos joueurs. Est-ce que tu penses pas que c'est de la nervosité quand ils ont les pieds qui tremblent dans la surface? Combien de fois on récupère des ballons sur des bourdes de relance lyonnaises? Combien de fois on arrive aux abords de la surface et on fait systématiquement le mauvais choix? Moi, j'ai vraiment l'impression que nos joueurs, ils, ils sont sous pression et c'est tempête sous un crâne dans les moments décisifs, tu vois. Et ça, je lis ça forcément à de la nervosité, tu vois. Ils sont pas sereins, ils manquent de sang-froid. Plus que de véhémence, je trouve, ils manquent beaucoup de sang-froid sur le terrain. Oui, alors dans ce sens-là, d'accord, je peux partager un petit peu ton point de vue. À partir du moment où Nice est mené, on sent que les choses deviennent plus compliquées, c'est moins fluide. Et on l'a vu à Lyon, Nice fait 22 bonnes premières minutes, se crée des occasions, arrive à profiter de la fébrilité lyonnaise. Et c'est là où je pense que il aurait fallu insister encore plus pour profiter de cette charnière complètement bancale, Mata Tsar, qui a perdu deux, trois ballons très chauds en début de match. Et là, on les sentait bien dans leur rencontre, les Aiglons. Et effectivement, à partir du moment où le scénario ne tourne pas en leur faveur, le but est encaissé et les choses deviennent plus compliquées. Donc, dans ce sens-là, peut-être que oui, il y a effectivement une forme de nervosité qui s'installe parce que, et là j'en reviens au coaching de Farioli et peut-être à sa manière d'appréhender les choses, peut-être que les joueurs n'ont pas les clés suffisantes pour savoir comment appréhender un match collectivement, voire même individuellement, quand le gym est mené et quand le gym est coincé. Et peut-être que ça manque un petit peu de liberté. On a vu un Boga qui a fait quand même, je pense, une bonne rentrée, justement, prendre ces initiatives-là. Mais on aurait peut-être aimé voir davantage de prise d'initiative, de permutations. Et c'est peut-être là qu'une forme de nervosité s'installe en étant un petit peu le cul entre deux chaises. Est-ce que j'ai le droit d'y aller, prendre des initiatives, ou est-ce que je vais me faire taper sur les doigts si je m'oublie un petit peu, quoi. Moi, j'ai en tête tout simplement voilà, la réflexion de Francesco Farioli quand Youssouf envoie son missile à Montpellier, où il dit pour moi, c'était pas la bonne solution et j'aurais jamais frappé. Donc, est-ce que les joueurs, à un moment, ça leur rentre pas aussi dans la tête en se disant, faut rester vraiment dans le cadre,
Et ouais, mais sauf que quand ça veut pas passer, à quel moment j'ai le droit aussi, moi, de prendre une initiative personnelle. Donc peut-être que c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver ou à retrouver ouais, dans les prochaines semaines. Mais tu vois, tu dis les joueurs se sentent peut-être un peu bridés. Moi, j'ai trouvé qu'après le but, quand on a commencé à être dans le dur, et je finirai sur ça, tu vois, sur un peu au niveau de l'état d'esprit, j'ai un peu trop vu les joueurs tenter l'action personnelle. On a deux trois joueurs à la suite, je crois c'est Sanson, Thuram et Shaw, qui les uns à la suite des autres, fin de première mi-temps, tentent l'action personnelle au lieu, tu vois, de prendre l'option collective. La contre-attaque de Thuram, et il me semble Shaw qui tente un tir, qui tente une enroulée qui fuit le cadre. Et tu vois, Oui, c'est Thuram là que, notamment. Ouais. tu vois, c'est sur ce genre de réaction où je pense que, je sais pas si c'est un manque d'esprit de groupe ou juste peut-être un manque de ressources mentales dans l'équipe, mais c'est à ce niveau-là que l'équipe doit vraiment progresser parce qu'on est vraiment fébrile dans la tête face à la cage. Bada, ton ressenti un peu par rapport à ça, est-ce que tout simplement l'OGC Nice n'est pas à l'image de son coach? Je prends comme appui la déclaration d'après-match où il dit qu'il a fait 100 matchs en tant qu'entraîneur de l'équipe première, qu'il n'a jamais pris de carton jaune et que vraisemblablement la méthode ne fonctionne pas. Est-ce que tout simplement le gym n'est pas à l'image de son entraîneur, à savoir peut-être par moments un peu trop lisse, un peu trop calme, un peu trop cadré, et finalement ça donne des matchs comme ça et des scénarios un peu compliqués. Bah, je pense qu'évidemment, hein, Farioli, c'est un coach qui est quand même relativement jeune, on le sait. Euh, on l'a très bien vu tactiquement, c'est quelqu'un, je pense, d'assez rigide. Je veux dire, la liberté créative, c'est pas son, peut-être son point fort. Il est très basé sur une tactique, voilà, très carrée, où il a l'impression de vouloir gérer ce match de A à Z. Voilà, le problème, c'est qu'évidemment, quand des fois tu tombes sur un os, ou tu te retrouves mené, où tu as des décisions arbitrales en ta défaveur, ben voilà, tu te retrouves un peu la tête sous l'eau et tu sais pas trop comment réagir. Et, euh, et idem pour moi sur le côté un peu de manque de vice. Il est jeune, il a peut-être pas encore j'allais dire pas les notions de vice que peut avoir un entraîneur très très expérimenté qui a déjà vécu ce genre de match un peu chaud, un peu houleux, voilà, où il peut y avoir des choses un peu en ta défaveur. Et je pense que ça se ressent sur le terrain, hein. Je veux dire, tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui le disait, mais regarde sur Guessant, par exemple, le coup de coude de Caleta-Car. Euh, enfin, moi, j'ai de suite t'as envie de lui dire, putain, mais roule-toi par terre pendant un quart d'heure, quoi. Tu vois, va chercher la VAR si les arbitres veulent pas le faire, va la chercher et un peu ce vice, ce truc, Comme d'aller Minamino, la hein. chercher, au moins qu'il check, quoi. Hmm. Parce que sur Guessant, voilà, c'est comme l'a dit, je crois, Stéphane Lannoy sur cette action-là, c'est à l'interprétation, d'accord, mais encore une fois, tout le monde peut faire des erreurs. Je veux dire, peut-être que, sachant qu'il y avait eu une main litigieuse, même s'il y a la réglementation, tout ça, mais une main litigieuse avant, peut-être que sur Guessant et à l'interprétation, avec la VAR, peut-être qu'il te donne le péno, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense quand même que il y a cette rigidité, ce manque un peu de vice, d'expérience, qui, comme vous l'avez dit, voilà, part de l'entraîneur et forcément, ça se répercute un peu sur les joueurs et encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ta saison est tellement réussie pour l'instant, je pense que les joueurs ont totalement confiance en Farioli. Ils l'écoutent un peu, peut-être aveuglément. Donc forcément, voilà. Après, ça fonctionne, on a des résultats. Mais sur certains points, bah, tu te dis que peut-être ça peut te mettre un peu en danger, entre guillemets. Ouais, et puis la dynamique sur 2024, enfin on est à une seule victoire en championnat. Le parcours en Mm. coupe, il est pour l'instant, on va dire, honorable. Le quart de finale s'annonce très très compliqué au Parc des Princes. Et Bada, garde la main, parce que j'ai vu un peu ton profil Twitter là, suite au milieu de terrain et plus particulièrement un joueur. On en a parlé un peu avec Clément. Est-ce que déjà pour toi, la bataille du milieu de terrain et enfin, on perd notre match là-dessus, enfin, on va dire en termes d'importance. Et qu'est-ce que tu as pensé concrètement du milieu de terrain de l'OGC Nice par rapport au milieu de terrain lyonnais sur le match? Bah, le milieu de terrain, enfin, si tu parles de l'affrontement du milieu de terrain, on va forcément parler de la comparaison du match de Cacré et du match de Thuram, peut-être? Bah, je veux dire, il n'y a même pas photo, quoi. Je veux dire, moi, Thuram, encore une fois, j'essaye d'être le plus objectif possible. J'aime pas.
J'aime pas descendre un joueur pour le descendre ou quoi que ce soit. Mais cette saison, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, même sans parler qu'il est moins décisif ou quoi que ce soit, mais que de mauvais choix. J'ai l'impression qu'il se cache énormément, qu'il est un peu, il surjoue en fait. Il surjoue tout simplement. Il est en deçà de ses performances, on le sait. Mais le problème, c'est que voilà, il s'appuie sur j'ai envie de dire le peu de choses qui lui restent. C'est un peu dur comme mot, mais sur ses rushs un peu de 30-40 mètres où il est capable d'effacer, de casser des lignes et de porter le ballon. Mais il n'arrive pas à faire le bon choix. Il n'arrive jamais à faire le bon choix quand il faut, quoi. Donc, il a cette faculté, mais encore une fois, il passe aucun cap. Là, cette saison, si je dis pas de bêtises, Thuram, c'est 0 but, 0 passe décisive. Dans un milieu où, encore une fois, cette saison, tu as un mec comme Youssouf qui défensivement, voilà, fait le travail, on va dire. Thuram, il devrait être quand même beaucoup plus libéré offensivement, être plus décisif que ça. Donc voilà, après, ça c'est pour parler que de Thuram. Mais je pense que ça a été quand même une pièce maîtresse de la perte de la bataille au milieu de terrain, en tout cas. Tu ne l'as pas trouvé Ça a été le joueur qui a, Ouais, c'est vas-y le Maxime. joueur qui a gagné le plus de duels pendant longtemps, hein. Dans cette partie, on avait vu les chiffres, je sais plus jusqu'à à quel moment du match c'était, mais c'est celui qui avait gagné le plus de duels, les deux équipes confondues. Et c'est un joueur qui a franchi un cap, je trouve, sur le travail défensif parce que je pense que c'est ce que lui demande en priorité Farioli. Mhm. Et je trouve pas qu'à Lyon, c'était le milieu le moins performant. Pour moi, Mais Rosario, c'est pas qu'une question de performance, Max, mais c'est dans le sens où, enfin, on le voit sur l'action où il doit décaler chaud, là, où il fait son rush de 30-40 mètres, il va s'empaler sur les Lyonnais. Il l'a fait 2, 3 fois. Je veux dire, cette saison, il l'a quand même fait un bon nombre de fois. Alors, évidemment, c'est un joueur qui est encore très jeune, avec un nouveau coach, une nouvelle tactique. Je pense il apprend beaucoup de choses, évidemment. Donc, c'est peut-être un peu normal que ça impacte aussi. euh, il sort peut-être de sa zone de confort un petit peu, mais je trouve quand même que cette saison, il devrait faire quand même mieux. Pour moi, il devrait faire mieux, vraiment. C'est pas le seul, encore une fois, hein. Je veux dire, je le pointe pas comme seul responsable de quoi que ce soit. Je veux dire, on peut parler de Laborde. Pour moi, j'ai parlé de Laborde aussi sur Twitter. Mais pour moi, voilà, il fait partie de ces joueurs dont on attendait énormément. Euh, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il déçoit plus qu'il réussit. Est-ce que c'était pas un peu mieux au poste de numéro 6 avec le coaching à l'heure de jeu, Matt? Juste une chose sur Thuram, d'abord, juste sur sa première mi-temps. Le gros temps faible qu'on a de la 20e à la 40e, c'est simple. Moi, je l'ai regardé parce que j'en parle beaucoup avec mes proches. Il n'a pas tenu son marquage en fait. Alors, je sais pas ce que ça rendait du stade, Maxime, mais vraiment, l'attitude défensive de Thuram sur le gros temps fort lyonnais est exécrable. Et Cacré se promène tout seul. Ah, Et Thuram est 10 mètres derrière, en train de marcher. Mais vraiment, j'avais envie de le baffer à travers la télé. L'attitude était horrible. Et tu vois, on a toujours dit il a du mal à faire des matchs pleins. Bah là, je pense que l'attitude défensive de Thuram sur le temps fort lyonnais nous tue le match littéralement. Après, Son sur jeu sa sans deuxième ballon, mi-temps, il est hardcore, son jeu sans ballon quand même, hein. c'est terrible, hein. Mm. Et en 6, c'était moins visible parce qu'il est plus dans une posture d'attente. Il peut jouer un peu sur ses qualités. Je crois qu'il fait énormément d'interceptions et de récupération de balles au poste de numéro 6. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, alors je sais pas si c'est exactement lié ou pas, mais ça coïncide avec la rentrée de Terem Moffi. Et j'ai l'impression que les défenses craignent énormément de laisser de l'espace à Terem Moffi. Et donc la ligne de défense lyonnaise a vraiment redescendu de 10-15 mètres quand il est rentré, ce qui a laissé des espaces dans le cœur du jeu. Et j'ai pas été étonné de voir Kefren Turam un peu plus en capacité de s'exprimer à ce moment-là du match. Donc pour moi, son passage en 6 était déjà plus satisfaisant que son passage, que sa première partie de match en 8. En particulier au regard de ce qu'a fait Claude Maurice, qui l'a remplacé pour poste, qui pour moi était beaucoup plus convaincant, et qui s'est beaucoup plus montré. Le positionnement de Claude Maurice, entre l'ailier et le 9, dans le demi-espace gauche, il a été super pertinent. On s'est créé plein de situations à cet endroit-là. Et je vous trouve un peu dur quand vous dites qu'il n'y a pas eu du tout d'adaptation tactique de Farioli, parce que ce changement-là euh, d'homme au milieu de terrain a amené un changement de jeu, et on s'est créé pas mal de situations qui sont venues de ce côté-là, notamment grâce au super match de Boga.
mais j'ai souvenir d'un centre de Bard qui est pas très loin d'être pris par Mofi, où à 3 centimètres près, 5 centimètres près, ben, ça finit au fond. Et tu fais la différence sur le choix des hommes et ton approche. Donc, Hmm. je sais plus ce que c'était la question de bas de Pancho, mais Non, mais pour le milieu de terrain, parce qu'on était un peu dans le procès du milieu t'as de terrain. dévié sur le coaching, mais on va en parler, Matt, t'inquiète pas. Ouais, pardon, mais pour le milieu de terrain, du coup, bien plus satisfaisant, en tout cas plus ACM en 8 que Kefren en 6, qui bon, a eu moins de choses à faire de toute façon en deuxième mi-temps parce que Lyon était plus en dedans. Maxime, entrée de Boga, Mofi et de. Qui c'est qui rentre aussi Baldé aussi. Ouais, t'as Baldé, il sort Claude Maurice. Youssouf voilà, pour faire entrer Claude Maurice, Rosario qui décale en défense centrale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce coaching je crois que c'était vers, vers l'heure de jeu, entre la Ça, ouais. 60e et 65e. Finalement, on a vu un trio d'attaque qu'on espérait peut-être pas aussitôt, à savoir Mohamed Ali Chou à droite, Jérémy Boga à gauche et Terem Moffi devant. Est-ce que toi qui es pro dans les prémonitions finalement, est-ce que on a le trio d'attaque futur de l'OGC Nice ou est-ce que l'équilibre cher à Francesco Farioli va nous rappeler que Gaëtan Laborde va finir la saison titulaire? Pas dans la tête de Farioli, donc je ne peux pas savoir ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. Moi, ce que je peux analyser, c'est tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et je trouverais ça très cruel de voir Evan Guessant sortir de ce trio offensif, alors qu'il a fait depuis le début de l'année 2024 ce que Terem Moffi n'avait pas su faire sur la première partie de saison. Euh, Garder le ballon, servir d'appui, faire gagner des mètres au bloc niçois, marquer des buts aussi, ça peut aider. Donc pour moi, Evan Guessant, aujourd'hui, c'est le numéro 9 de l'OGC Nice. À l'heure où on se parle, peut-être que petit à petit, ça va rentrer dans le rang et que Terem Moffi va élever son niveau. Je pense que Terem Moffi a peut-être un peu plus de potentiel que Guessant, mais si tu juges les performances, pour moi, Guessant, il doit rester titulaire dans cette position de 9 dans les prochaines semaines. Effectivement, Boga à gauche a beaucoup plus apporté que Laborde. Et aujourd'hui, c'est sans doute lui, dans ce trio-là, qui a démarré l'année 2024, qui est le plus en danger, avec un Mohamed Ali Chaud qui, on l'espère, va monter en puissance, qui a montré quelques belles choses, mais qui manque encore lui aussi de constance et de consistance. Donc, est-ce que ce sera Chaud? Est-ce que ce sera Mofi, qui peut, moi, je trouve, être un bon joueur de côté à droite où il peut justement avoir le but face à lui, se servir de sa vitesse, sa puissance, s'appuyer pourquoi pas sur Guessant. Donc on a quand même des solutions sur ce côté droit. Mais non, non, pour moi, Guessant doit rester titulaire. Boga va le redevenir à gauche parce que Farioli l'adore. Et après, le doute, c'est sur le côté droit. Donc, faut pas oublier que Farioli adore Laborde et qu'il ne cesse de répéter que c'est un joueur essentiel à son système, justement parce qu'il apporte de l'équilibre, parce qu'il est très Farioli compatible. Il pense déjà à défendre en attaquant. Donc c'est quand même la base de la tactique de Farioli. Donc J'ai de plus en plus c'est de pas mal avec cet argument, tu vois. Parce que cet Les, argument, on le répète stats depuis des sur semaines et Laborde, des semaines et des les stats semaines. sur Laborde contre Lyon, elles font peur aussi, hein. C'est Mais 19 ballons touchés en 60 minutes, hein. ben voilà, et puis surtout, ça sous-entend que Mohamed Ali Chaud ne fait pas les replis défensifs, alors qu'il a montré sur les dernières rencontres qu'il pouvait aussi apporter dans ce secteur de jeu-là. Donc moi, j'ai du mal à comprendre en fait la logique, parce que, ok, l'équilibre, mais bon, là, franchement, enfin, pas de problème personnel contre notre cher Gaëtan, mais là, ça devient quand même très très compliqué. Techniquement, alors il se bat, c'est clair, mais c'est quand même ouais, compliqué, en fait, les matchs de la board. Je sais pas ce que t'en penses, Bada. Ah oui, bah c'est malheureux parce que c'est un joueur que. Qu'est-ce que tu veux reprocher à un mec comme Laborde? Tu sais qu'il va se donner à 200%, quoi qu'il arrive. Il t'a tenu l'année dernière et il a jamais triché, donc voilà. Mais cette saison, c'est pareil, c'est très très compliqué de le défendre. Là, j'ai vu les stats passer sur Twitter, 19 ballons touchés en 60 minutes, un truc comme ça. Et puis surtout, je veux dire, alors voilà, encore une fois, je sais pas vu du stade, Maxime, mais
mais vu de la télé, tu le vois pas, la bande. Il est fantomatique. Alors, évidemment il fait du travail défensif, qu'il apporte un équilibre à l'équipe, comme le dit Farioli. Mais encore une fois, tu as l'impression que c'est plus une âme en peine qu'autre chose, hein, malheureusement, la Borde, hein. Et puis au final, il se fait taper dessus. À la fin du match, tu sais il est critiqué et critiquable, probablement. Donc, pour moi, c'est compliqué de le voir rester dans ce 11, mais encore une fois, il fait partie des tauliers de l'équipe. Il apporte cette expérience. On sait que Farioli l'apprécie parce qu'il est constamment titulaire, hein. C'est pas depuis 15 jours que Laborde est dans le dur. Et pourtant, il est toujours titulaire. Donc, à voir. J'ai peine à croire quand même que Farioli va le sortir du 11 et le coller sur le banc quand même. Je pense que il va persister avec lui en espérant que voilà, ça redevienne un peu un bon joueur. Mais par contre, là où je voulais peut-être vous poser une question, c'est et qu'est-ce que vous en pensez de si Laborde devant et Guessant à droite, par exemple? Bah, je pense que Maxime a dit l'essentiel. C'est-à-dire que Guessant fait des choses que Mofi ne fait pas ou a fait qu'à très très peu de moments. Et je suis totalement d'accord sur le fait que si tu penses à ta ligne d'attaque, aujourd'hui, Guessant doit être titulaire. Et au vu des derniers matchs, et au vu de ce qu'il apporte et le poids qu'il apporte dans les défenses, le jeu de haut but, etc., ben, je trouverais ça dommage de le mettre à droite. Maintenant, c'est vrai qu'en début de saison, il était rentré à droite sur quelques matchs. Il avait été aussi très pertinent, beaucoup plus dans la percussion, etc. Mais bon, alors c'est dur, hein, mais le match à Montpellier, il a joué dans l'axe, hein, Laborde, hein. Oui, oui, oui. J'ai pas trouvé qu'il était beaucoup plus à son avantage, hein. Enfin, de Après, mon sentier. voilà, c'est pour sa défense, on va dire, mais c'est vrai il est pas mal trimballé quand même, Laborde. On s'en sert un peu partout. On sait qu'il triche pas, donc il se plaint pas. Il va essayer de faire le taf quoi qu'il arrive. Mais, mais voilà, tu sais que c'est pas un joueur très explosif, un joueur très technique. Euh, voilà, c'est-à-dire que sa seule faculté à pouvoir jouer à droite, c'est uniquement son repli défensif. Je veux dire, c'est quand même malheureux pour un mec qui est censé jouer ailier droit quand même. Alors, Bah, Ada? en fait, c'est ni un véritable ailier, ni un pur avant-centre. Donc c'est vrai que dans ce système en 4-3-3 où tu demandes à l'avant-centre d'aller un peu au charbon, de servir de point d'appui, on imagine moins Laborde le faire que Guessant, voire même Mofi, mais même s'il a plutôt été défaillant dans cette partie-là du job. Mais pour parler du coaching, puisque c'était aussi ta question, Pancho, c'est vrai que c'est là où j'aurais aimé peut-être voir à un moment Baldé et Boga rentrer pour animer les côtés et Laborde venir jouer sur la même ligne que Guessant et venir mettre la pression un peu à cette défense expérimentale lyonnaise. Vu que Lyon a totalement reculé, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand une équipe se met à plus défendre, peut-être que toi, tu as le droit de plus attaquer, et du coup, ça peut aussi se voir sur le coaching. Et si à l'heure de jeu, tu fais sortir Rosario et rentrer Baldé, que tu passes en 4-4-2 avec Sanson Thuram ou tu gardes Rosario si tu veux garder un peu de l'équilibre, mais Rosario, Thuram et Baldé Boga sur les côtés, Laborde, Guessant devant, peut-être que ça peut aussi déstabiliser l'adversaire. C'était un peu, je trouve, le sens du début d'année 2024, là où on en parlait tout à l'heure avant de lancer l'émission, mais on sentait le gym en train de vouloir être peut-être un peu plus imprévisible. Il y a eu ce passage à 3 derrière à Brest, cette frappe de loin de Youssouf, cette révolte contre Monaco. Et là, je trouve que c'est un peu un retour en arrière dans l'approche de la rencontre. Mais espérons que ça reparte de l'avant. Il y a quand même des matchs plus simples, a priori, qui se présentent. Mais il y a de toute façon, pour finir sur le sujet Laborde, il y a une sacrée concurrence devant, puisqu'ils sont 7, même 8 avec Diop, même si Diop, on n'est pas prêt de le revoir. Mais 7 pour 3 postes, quand tu vois que Loucher, à chaque fois qu'il joue, il est performant. Baldé, quand il rentre, même si là à Lyon, ça n'a pas été top, il a montré aussi des qualités. Donc je ne vois pas pourquoi Laborde ne serait pas concerné par la concurrence. Mais à savoir quand il pourrait sortir du 11, je ne suis pas certain que ce soit tout de suite, tout de suite. et puis aussi un élément qu'on pourrait rajouter, hein, pour un peu donner des éléments de contexte et puis de justification par rapport aux performances de Laborde, mis à part le fait qu'il soit pas réellement à son poste. Ça avait bien fonctionné sur la deuxième partie de saison l'année dernière parce qu'on avait
Jordan Lotomba qui était peut-être un peu plus haut sur le terrain, qui permettait aussi à Laborde d'être un peu plus réaxé. C'est vrai que quand on voit Laborde sur totalement excentré, qui mord la ligne, bon, ça Mais, dénature totalement son jeu, quoi, finalement. et notamment à Brest, où le passage à 3 derrière, donner les côtés aux pistons, aux latéraux, ça avait permis de recentrer Laborde, qui en début de match avait justement été beaucoup plus proche de Guessant. C'est lui qui est à l'origine des premières occasions. Et tu le sens plus libéré quand tu le desserres un peu de ce côté droit là, où quand tu lui demandes de manger la ligne, c'est pas, on le sent, c'est pas un dribbleur, il accélère peu, c'est pas un ailier, donc c'est vrai que c'est dommage de le cantonner à ce rôle très, très difficile pour lui à tenir. Donc, est-ce qu'il y aura une évolution tactique? Moi, j'avais quand même bien aimé ce passage à 3 à Brest, même s'il manquait l'impact de Youssouf au milieu. Je trouvais que ce trio offensif devant avec des joueurs plus proches les uns des autres, c'était peut-être une piste à suivre pour la suite. On verra bien. Avant de parler et de terminer cette émission en parlant de Jean-Pierre River, parce que je pense que c'est important aussi de le mentionner, votre MVP de la rencontre, clairement, alors, petite difficulté, vous devez en sortir 3 différents. Ça va être peut-être compliqué. Les arbitres sont autorisés, hein, forcément, si vous le souhaitez. Peut-être Matt, pour commencer, quel est le joueur, on va dire, que tu souhaites mettre en avant sur cette rencontre? Hommage à Chouchou, Turpin enculé. Non. Non, non, honnêtement, moi, Pas deux fois d'affilée, pas deux fois d'affilée, s'il vous plaît. le joueur que j'aime mettre à l'honneur, c'est Jean-Claire Todibo. Parce que les dernières fois, je suis dans l'émission, on l'a trouvé un peu en dedans, on disait qu'il était moins méchant et tout. On a retrouvé un Jean-Claire Todibo qui fait peur, qui est dominant. Là, son duel en fin de match je crois que c'est sur Gift Orban. Il n'a pas existé le Gift Orban. J'étais très content, j'ai hurlé devant la télé. Voilà, tu gonfles les pecs, tu vois, tu tapes sur le torse. C'est le Jean-Claire Todibo qu'on aime bien. Avec le brassard de capitaine, je pense que c'est pas négligé. On l'a beaucoup attendu ce brassard de capitaine sur le biceps de Jean-Claire Todibo, c'est arrivé et il le porte bien. Donc je suis très satisfait de son match et honnêtement, je vais profiter des quelques matchs qui nous restent à profiter de ce monstre chez nous parce que vraiment c'est un plaisir d'avoir un tel joueur à l'OGC Nice. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ouais. Alors Jean-Claire Todibo à Nice, moi ça me fait très plaisir. Bada, ton MVP. Ouais, je vais être obligé de mettre Melvin Barr quand même. Je suis obligé. Je l'ai tellement critiqué l'année dernière. Et je veux dire, voilà, cette saison, que dire? Melvin Barr, voilà, futur latéral gauche à l'Euro. Le type s'emballe, mais pourquoi pas, hein. Oui. Non, non, mais il fait un match monstre encore, hein. Je veux dire, cette saison, tu peux rien lui dire là. Voilà, je me rappelle en première mi-temps, là, il y a un passage où tu parlais. Todibo, je pense qu'il a été peut-être mis en difficulté une fois dans le match, c'est sur Ernest Nouama, là. Bon, il va à 4000 à l'heure aussi, il faut dire. Mais il le met un peu dans le mal à Todibo, et ta barque arrive derrière en seconde Mm. lame, là, qui l'éteint instantanément. Voilà, ça a été ça tout le match. Et puis surtout, ça a été ça toute la saison. Donc, Et force est de mettre. le sauvetage de Bard là, qui tacle sur le tir juste devant Boulka, elle est énorme cette action. Mm. Ouais, ouais, Il il est est. méconnaissable ce joueur. C'est Fantastique. fou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cet été avec Melvin Barr, mais c'est fou. C'est les cheveux. Des supporters qui ont annoncé qu'ils seraient nommés dans les meilleurs aiglons de la saison, sans doute. Maxime, ton MVP de. Alors, tu passes en dernier, c'est peut-être pas forcément facile, mais ouais, un joueur que tu aimerais mettre en avant. J'en ai un peu parlé, j'ai bien aimé l'entrée de Jérémy Boga, mais plutôt que de parler des présents, je trouve que ce match, il met encore une fois en avant l'importance de Dante, en fait. Mm. Euh, on disait, le gym a manqué un peu de vis, le gym a peut-être manqué un moment de contrôle sur certaines situations, et on voit que quand il n'est pas là, c'est pas tout à fait le même OGC Nice. Moi, Todibo, avec le brassard, je l'ai trouvé un petit peu moins à l'aise, je sais pas, dans l'attitude, pas tout à fait lui-même. Tu Comme sens qu'il a s'il... pas l'habitude, quoi. Il lui manquait son Exactement. papa à côté, quoi. Ben, ouais, et puis devoir incarner ce rôle de capitaine, c'est pas anodin non plus. Et il n'a pas osé aller mettre la pression à l'arbitre. À la fin du match,
bien lui en a pris, je pense. Il n'a pas osé monter au Ah, ça, ça front, a été contrairement à Bilka. masterclass. Après, il a eu je pense, la bonne réponse avec le bon silence qui en disait beaucoup plus que les mots finalement. Mais Mhm. je pense que Todibo, qui est dans le viseur un petit peu, après son carton rouge, après le jaune qui prend à Bordeaux sur son retour, ou première situation un peu qui ne lui plaît pas, il tape dans le ballon. Je pense que lui-même en a maintenant pris vraiment conscience et que peut-être il se restreint un petit peu et que là, d'avoir en plus le brassard, ça l'a peut-être un petit peu cadenassé dans l'attitude. Et du coup, bah ouais, Mm. Dante, quoi. Voilà. Dante, c'est tout ce qu'il dégage. C'est la transversale vers Loucher contre Monaco. C'est un mec qui peut te faire basculer un match, quoi. Même si on attend son but de la tête cette saison, il est pas encore venu, mais il arrivera, j'en suis sûr. Et du coup, bah, les absents n'ont pas toujours tort. Et je trouve que ce match-là, il confirme encore que Dante, il est juste indispensable aujourd'hui à l'OGC Nice. Et 40 ans, quoi. Ouais, impressionnant. Ce qui a marqué Exactement. aussi énormément cette rencontre, au-delà de la défaite, au-delà de la situation vécue, notamment sur l'Automba, c'est Jean-Pierre River. Alors forcément, maintenant, je suis totalement matrixé par les blagues de notre ami Louraï, car à chaque fois que je vois une séquence vidéo de Jean-Pierre River, je pense à son adaptation de notre cher ami. Mais, C'est euh, vrai. mais au-delà de ça, ça faisait longtemps. Alors, de mon vécu de supporter, je n'ai pas le souvenir. Alors, le dernier dirigeant qui était intervenu, c'était Julien Fournier suite au match au Vélodrome, de mémoire, là, face à la presse. Mais alors, Jean-Pierre River qui intervient le plateau de Prime, aussi en conférence, enfin en interview d'après-match, qui dit clairement que l'arbitrage de M. Turpin n'a pas été au niveau. Il y allait fort. Est-ce que pour vous, le timing de la sortie du président River était le bienvenu, ou est-ce qu'il arrive trop tard? Peut-être qu'il aurait dû arriver après Monaco. Matt, si tu veux commencer. Mieux vaut tard que jamais, non? Parce que ça fait très longtemps qu'on l'attendait, cette sortie de Jean-Pierre River. Évidemment qu'après Monaco, elle aurait peut-être changé la destinée de ce match. Après, qui y croyait encore à cette sortie de Jean-Pierre River? Honnêtement, je pense que tout le monde a ouvert très grand les yeux du côté de Nice quand on a vu Jean-Pierre River monter au créneau comme il l'a, ouais, peut-être jamais fait. Euh, et pour ça, en tout cas, respect à lui d'être encore plus, tu vois, aller sur le plateau bord de terrain de Prime à la fin du match. Il n'était pas obligé. Et c'est un dispositif que j'aime bien d'ailleurs, pour parler un peu du diffuseur, d'ouvrir le micro à quiconque souhaite parler sur l'après-match. Et ça a encore plus jeté la honte sur Turpin, qui est resté dans son vestiaire et qui a décliné l'offre de Prime Video de venir s'expliquer. Donc pour moi, c'est un sans faute du président. Je suis très très content de sa sortie. Maxime, sur la sortie du président River, elle était sans doute indispensable, mais on était, ouais, comme l'a dit Matt, très surpris, mais finalement, ça fait plaisir aussi de le voir être intervenu, être actif. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un tweet de Fabrice Boquet à l'issue du match. Mais c'est vrai que depuis les incidents, tu disais en off avant le début de l'émission, entre Nice et Marseille, était un peu en retrait. Mais là, en fait, on l'a vu dans l'intervention. Donc, ouais, ton ressenti par rapport à ça. Et moi, je trouve que sa prise de parole, elle est parfaite. Euh, c'est 7 minutes où il trouve les mots justes, il a le ton juste, il n'est pas dans l'agressivité, il met le point, le doigt sur les vrais problèmes, c'est-à-dire le deux poids, deux mesures. Qu'un arbitre se trompe, comme Clément Turpin a pu se tromper, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on a des outils pour réparer des erreurs manifestes et on ne peut pas comprendre que une semaine avant, Dante se fasse sortir, euh, expulsé sur un tacle qui est contestable sur le ballon. On a vu des situations bien pires où il n'y a pas eu de carton rouge. Et encore cet Tout après-midi, à fait. le Rémois Okumu qui s'essuie la semelle sur Frankowski, je crois, n'a pas été expulsé. Donc ça va rajouter au dossier.
de cette vidéo, parce que c'est là où il a été malin. Il n'a pas fait le procès de Turpin, en tout cas pas sur le match, mais plutôt sur l'attitude. Parce qu'effectivement, comme le disait Matt, Turpin, il prend ses décisions, il file au vestiaire, il s'enferme à double tour, et puis il veut parler à personne, il veut pas parler aux dirigeants, il veut pas parler à Jean-Pierre River qui est venu lui demander des explications. C'est pas une preuve de courage, mais en même temps, est-ce que c'est si surprenant d'un arbitre qui est connu justement pour ne pas avoir très envie d'être contredit par la vidéo. Donc c'est vrai que les personnes et les arbitres qui sont dans le quart vidéo, ils réfléchissent peut-être à deux fois avant de lui demander de venir vérifier les images. Donc en tout cas, Jean-Pierre River, sur sa prise de parole, il trouve les mots justes, il a le bon ton. Mais du coup, comme il est à ce point pertinent et bon à chaque fois qu'il prend la parole, c'est dommage d'avoir attendu fin de ce match. Là, c'est vraiment un avis personnel, mais je pense que dès la fin du derby, et en sachant que c'était Lyon qui arrivait, peut-être que ça aurait été plus utile de sortir du bois, de taper du poing sur la table dès la fin du derby, que ce soit en on ou en off. C'est parce qu'il peut aussi venir nous voir en zone mixte, discuter avec nous, nous dire que voilà, le club n'est pas forcément satisfait de ce qui s'est passé, va demander des explications, mais on n'a pas eu ça dans les couloirs de l'Alliance Riviera après le derby. Alors, finalement, un dirigeant, parce que là, Jean-Pierre River, il a été tensé, on l'a vu, par le syndicat des arbitres. Stéphane Lannoy, qui a pris la parole dans ce matin, a demandé à Jean-Pierre River un petit peu de se calmer aussi sur, euh, sur ce ton un peu véhément. Mais au final, il risque pas grand-chose, Jean-Pierre River. À part être critiqué, il risque pas grand-chose. Alors qu'on avait vu après Monaco, un Gaëtan Laborde, un Francesco Farioli, un petit peu mal à l'aise pour parler de ça, Todibo aussi au micro. Mm. Les joueurs, l'entraîneur peuvent être suspendus, peuvent être embêtés derrière par la commission de discipline s'ils ont des mots un peu plus hauts que ce qu'ils devraient tenir. Donc, c'est aux dirigeants et à Jean-Pierre River qui vraiment tient ce rôle-là à l'OGC Nice, parce que c'est une mécanique bien huilée, de sortir du bois. Il l'a fait, il l'a très bien fait. On est effectivement soulagé de voir qu'il a encore cette moelle et cette détermination à défendre son club. Et oui, oui, c'est pour teaser, c'est la minute rouge et noire de demain sur France Bleu Azur. On est content d'avoir retrouvé un Jean-Pierre River combatif. On l'avait un peu perdu de vue. Il était trop discret, je trouve, ces derniers mois. Il y a eu l'affaire Galtier, il y a eu le cas Attal. Depuis les incidents Nice-Marseille, ça l'avait très marqué justement de parler à chaud. On avait l'impression il avait du mal à retrouver un peu ce qui avait fait sa légende. Et là, voilà, là, je pense il a eu les mots justes et espérons que ça porte ses fruits, même si j'ai peur que ce soit un petit peu tard. Justement, toi, Bada, t'en penses quoi? Est-ce que, bon, cette intervention, elle était nécessaire, elle était attendue, mais est-ce que pour autant, il va y avoir, selon toi, un avant et un après? Alors un avant, un après, c'est compliqué, hein. Je veux dire, quand tu vois les arbitres, je veux dire, un mec comme Turpin, t'as l'impression qu'il, voilà, tout le monde l'a dit, t'as l'impression qu'il est un peu intouchable. Si c'était le seul, peut-être ça irait. Euh, mais voilà, évidemment que la sortie de River, elle était nécessaire. Alors, elle arrive peut-être un peu tard ou je sais pas. Mais en tout cas, elle arrive déjà. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Il n'a pas hésité, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. On savait que, et je pense que de toute façon, un bon nombre de présidents, voire de joueurs et de supporters encore plus, seront d'accord avec lui et ont été d'accord avec lui. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Euh, il a eu les mots justes. Voilà, il a pas fait la pleureuse, comme on dit. Il a su vraiment taper où il fallait pour espérer faire réagir. Maintenant, le problème, c'est que les points que tu as perdus là entre Monaco et Lyon, est-ce que tu vas les rattraper? On parle toujours d'équilibre sur la saison. Ouais, ouais, je sais pas, mais t'équilibres ça comment? T'équilibres en, en offrant quelque chose de l'autre côté? Non. S'il y a des pénaux qui doivent être sifflés, bah, ils sont sifflés. Si, tu vois ce que je veux dire? S'il y a pas, je vois pas d'où ça s'équilibre en fait. Je veux dire, là, on a subi peut-être deux injustices. Après, encore une fois, chacun verra ça comme il l'entend, mais moi, j'ai l'impression d'avoir subi deux injustices consécutives. Euh, Maintenant, est-ce que ça va nous coûter cher à la fin de la saison? Jean-Pierre River l'a bien dit, hein, il a dit il y a de gros enjeux. Euh, il faudra que la Ligue peut-être s'explique parce que c'est bien gentil.
On voit Stéphane Lannoy qui nous explique, qui va recevoir le club. Ils vont faire une réunion, ils vont parler, machin. Ouais, ouais, mais voilà. Si à la fin de la saison, te manque peut-être 1 ou 2 points pour accrocher la Ligue des Champions, on saura qui aller voir, quoi. On attendra Turpin avec impatience l'année prochaine au stade. Ça rappelle une saison aussi où avec un point de plus, tu peux aller plus haut. Mais en tout cas, enfin, le débat, il est réel. Et lorsqu'on sort de tout clubisme, en fait, c'est un problème qui est récurrent toutes les semaines sur toutes les pelouses de Ligue 1. Donc, c'est pour ça que là, sur le coup, ça touche le gym. Forcément, nous, on est impacté, donc ça nous fait mal. Mais voilà, il y a, je pense, quelque chose de mieux à faire. On a un outil sous la main qui est quand même voilà, intéressant. Maintenant, il faut le configurer et faire en sorte que ça puisse être mieux utilisé. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un certain potentiel. Moi, Messieurs, ouais, vas-y, Bada. je me permets juste un petit truc, mais déjà, je pense qu'un truc qui pourrait faire énormément de bien au football, ça serait d'instaurer les micros sur les arbitres. On l'a vu quelques fois un peu en mode essai. Voilà, je pense que ça permettrait aussi de les rendre un peu moins arrogants pour certains, notamment un mec comme Turpin. Je veux dire, on va pas inventer qu'il est connu pour être quelqu'un d'assez arrogant, assez hautain. Donc voilà, je pense que ça serait peut-être une bonne chose. Après, voilà, on est que des simples supporters autour, autour d'un micro pour discuter, hein. Mais on va pas révolutionner tout ça. Mais pour moi, je pense que ça serait déjà un petit pas en avant pour essayer de créer de la discussion, parce qu'on l'a bien vu à la fin du match. Ce que disait River, c'est que voilà, le mec fait des erreurs, ça peut arriver. Voilà, encore une fois, personne n'est parfait, mais au moins assume-les. Voilà. Et la décence d'expliquer, de t'expliquer sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu vas même pas voir la VAR. Je veux dire, voilà, même si tu dis, écoutez, moi je suis intouchable, tu vois, entre guillemets, et t'envoies chier tout le monde, bah, au moins tu auras assumé et tu les auras portés jusqu'au bout, quoi. Mais Surtout que ça là, s'est déjà fait, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est fait à des moments très. voilà, on l'avait vu à l'Alliance, hein. Je sais plus quel arbitre était venu s'expliquer une action litigieuse, où au final, voilà, il prend sa décision, il l'explique, et puis voilà, même si certains verront quand même ça comme une injustice malgré tout, mais au moins, tu t'apaises un peu les tensions, t'expliques ta décision, comment toi tu l'as vécu, machin, voilà. Et puis si le mec vient et te dit, voilà, j'ai fait une erreur, ça s'est passé comme ça, moi je le vois de cette façon, j'ai fait une erreur, je l'accepte, bah, Hmm. derrière, tu vas pas non plus l'incendier. Mais là, comment tu veux, entre guillemets, ne pas l'incendier? Si le mec voilà, te met un truc derrière et t'es là et tu lui dis merci, quoi. Donc non, tu peux Ouais. pas, c'est impossible. C'est beaucoup plus pédagogique, en tout cas la démarche là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Alric nous précise que c'est De Chepi lors du match aller contre Ouais. Lyon qui était intervenu. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à l'émission du soir. On était sur 2 premières pour Maxime et Bada, donc un plaisir de vous avoir accueillis dans le Club Pancho. On se retrouve nous dimanche pour Nice-Clermont, hein. L'ADN du club voudrait qu'on perde 1-0, but d'Andy Pelmar à la 82e. Mais non, l'OGC Nice va remettre un coup de collier pour emporter des victoires et puis on l'espère tous terminer dans le top 3. Merci à tous les trois, merci également à Clément pour sa venue dans la première partie de l'émission. Merci aux personnes qui ont été présentes sur le chat. On se retrouve très vite dès dimanche sur Twitch. Prenez soin de vous et puis bonne soirée. Et Issa Nissa qui est toujours deuxième de Ligue 1 à la mi-temps de Brest-Marseille. On l'oublie pas. Ciao, ciao. Et ça, Bonne soirée. Ciao.